Merci Madame la rectrice. Bonjour Mesdames et Messieurs. Donc vous l'avez compris, je prends le relais et je parle au nom du directeur de l'Observatoire universitaire international d'éducation et de prévention, donc au nom de Benjamin Moignard, qui m'a demandé de suppléer étant donné son absence aujourd'hui. Donc je vais présenter en quelques mots l'Observatoire et ce que nous y faisons. L'Observatoire est une structure innovante qui est née sous l'impulsion de quelques enseignants-chercheurs de l'Université Paris-Est-Créteil, dont ici présent Éric de Barbieux, et d'autres collègues membres de cette équipe, dans un laboratoire qui s'appelait jusqu'alors CIRCEFT Rêve, et qui maintenant, aujourd'hui, s'appelle le LIRTES, qui est un laboratoire qui s'intéresse aux questions d'éducation au sens large et qui est un laboratoire de sciences sociales, sciences humaines. Donc dans cet observatoire, qui est une structure innovante aujourd'hui implantée pleinement dans cet ESPE, dans l'école supérieure du professorat et de l'éducation de l'Académie de Créteil, et qui est vraiment un lieu propice au développement de cette structure. Une structure innovante car elle est vraiment à l'interface entre la recherche et la formation. Nous avons des équipes qui travaillent complètement en interrelation avec des enseignants-chercheurs, des enseignants formateurs en ESPE, des enseignants sur le terrain qui relaient les idées et les outils que nous pouvons construire ensemble. Cette structure innovante n'a été créée qu'en 2011, je crois, et n'est implantée à l'ESPE de l'Académie de Créteil que depuis l'an dernier, puisque les ESPE ne se sont installés que tout dernièrement. C'est une chance pour nous. Nous essayons donc de développer les travaux de l'Observatoire et d'en faire bénéficier, bien évidemment, les étudiants et les étudiants stagiaires de notre ESPE. Dans cet observatoire, nous avons pour objet principal, bien sûr, la prévention. La prévention en tant que moyen de transformation des conditions d'éducation et en tant qu'outil de traitement de certains problèmes sociaux que nous appelons aujourd'hui nouvelles problématiques éducatives, dont Madame la rectrice, Madame Gilles, a donné quelques éléments tout à l'heure, par exemple les questions de décrochage scolaire, les questions de prévention des violences, les questions d'inégalité sexuée et de lutte contre les discriminations liées au sexe ou à l'orientation sexuelle, sur le terrain de l'école, ou plus largement sur le terrain éducatif, hors scolaire, dans les quartiers, sur certains territoires, etc. Donc, bien évidemment, nous avons un groupe particulièrement dédié aux questions de prévention telles que je viens de les présenter, dans le domaine scolaire, qui produit régulièrement des travaux. Nous aurons dans un peu moins d'un mois ici également des journées d'études, genre didactique, formation, qui sont placées sous le haut patronage du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur, donc les 8 et 9 avril. Donc bien évidemment, vous y êtes tout à fait invités. Nous avons également des travaux qui sont publiés régulièrement tout au long de l'année. Donc voilà, je crois que j'ai terminé pour cette présentation. Voilà, comme ça marche. Je fais toujours mes conférences debout, j'aime pas être un homme tronc. Et par ailleurs, ce que j'explique toujours en début de conférence, c'est que l'Organisation mondiale de la santé nous dit que plus vous êtes assis, plus vous êtes à risque pour les maladies cardiovasculaires. Donc, à l'âge que j'ai, 4 fois grand-père, il me semble intéressant de me dire qu'à la fin de cette matinée, j'aurai rajeuni, et vous, malheureusement, vous serez rapproché de moi. Bon. Alors, au-delà de ce gag, c'est vrai que je veux revenir un petit peu sur les raisons de ma présence ici et sur l'Observatoire. Bon. D'abord en vous remerciant de m'avoir invité, en vous remerciant beaucoup de me faire revenir à une matinée dans ce qui est ma maison, après tout, qui est l'université, donc Paris-Est-Créteil.
et avec l'Observatoire donc, que j'ai contribué simplement comment dirais-je, à structurer il y a quelque temps de cela. Effectivement, j'avais souhaité sortir du confort de mon université bordelaise pour arriver dans une université tout aussi confortable, bien entendu, mais différente, et sur des terrains différents, qui sont les terrains donc, de l'Académie de Créteil, où il me semblait que j'avais aussi peut-être à aller travailler. Ça m'intéressait d'abord le travail de terrain. Alors c'est vrai qu'on a mis en place avec l'Observatoire, donc et même un peu avant mon arrivée, un très gros projet qui avait été financé par le FSE, où ça m'a permis aujourd'hui d'ailleurs de resaluer un certain nombre des formateurs ou des personnes qui avaient participé à ce projet. Mais malheureusement, j'ai été happé très vite donc, avec ce poste de délégué ministériel que m'a proposé Vincent Payon et qui est encore le mien. Sachez simplement que pour compléter, si je vais jusque-là, donc mon CV, je reviens à l'université Paris-Est Créteil, c'est une décision personnelle, donc, et pour un gros projet qui va inclure le terrain, donc au 1er septembre. Je tiens absolument à terminer ma carrière en ayant ce type d'action. C'est une promesse que j'avais faite quelque part aussi aux fondateurs et aux collègues de l'Observatoire. Je ne reviens évidemment pas pour diriger un observatoire qui est très bien dirigé, entre autres par mon ami Benjamin Moignard, mais bien pour simplement être sur ce projet qui va m'amener à travailler avec beaucoup de terrains, y compris une dizaine de terrains donc, sur l'Académie de Créteil. J'aurai l'occasion d'en parler avec Madame la rectrice tout à l'heure, mais j'ai déjà rencontré pas mal d'établissements où je suis allé ces dernières semaines qui vont participer à ce projet, également des IEN qui souhaitent que leur circonscription y participe, donc ça part plutôt bien. Bon, voilà. Évidemment, une pensée particulière quand même pour mon ami Benjamin qui avait quand même beaucoup impulsé aussi avec la CARDI, donc cette journée, et qui, je peux vous le dire, est vraiment dégoûté de ne pas pouvoir être là aujourd'hui. Du coup, et encore une fois, malheureusement pour vous, lui qui devait faire la deuxième conférence de la matinée, vous allez devoir me subir toute la matinée. Bon. Alors ça aura un côté bien sûr plus improvisé en essayant de reprendre un certain nombre de choses qu'il aurait pu dire, et je le dirai à ma manière, mais si je dis des bêtises, c'est moi qui les dis, ça ne sera pas des bêtises que lui a prononcées ou pensées. Vous avez ici donc simplement les logos de la délégation ministérielle chargée de la prévention de la lutte contre les violences en milieu scolaire. Je m'en explique rapidement. C'est vrai que, du coup, je suis à la fois un chercheur et à la fois quelqu'un qui, au ministère, tente d'impulser un certain nombre de choses sur la prévention et la lutte contre les violences en milieu scolaire. Et je tiens beaucoup déjà, d'ailleurs, au pluriel de ces violences, parce que derrière tout ça, il y a aussi toute la pensée par rapport donc à la discrimination, aux discriminations en général, qu'elles soient des discriminations, par exemple, sexistes, homophobes, LGBTophobes, ou des discriminations xénophobes ou racistes, qui sont très liées, bien sûr, au sujet qu'on peut travailler. Donc c'est une chose. Pour compléter mon CV, je suis aussi très fier, personnellement, d'avoir été nommé, lorsqu'elle était aux droits des femmes, donc par Najat Vallaud-Belkacem, comme membre du Haut Comité pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Hein. C'est un gag que je fais souvent. Pourquoi, on me dit quelquefois, mais pourquoi pas entre les hommes et les femmes? Tout simplement parce qu'il existe quelque chose, ça s'appelle l'ordre alphabétique. Bon. Le fait est qu'on pourrait dire, bon, alors... l'abord de la prévention, de la lutte contre les violences en milieu scolaire, alors que je vois comment je passe, bon je vais y arriver ici, ben voilà, très bien, de la violence en milieu scolaire est un abord qui est un abord qu'on a souvent pensé en France comme étant un abord qui doit être sécuritaire, et où les problèmes de violence en milieu scolaire sont des questions de sécurité publique, de sécurité intérieure, sur lesquels les 14 plans qui ont été donc imaginés et publiés depuis 1991, ont beaucoup insisté sur le partenariat entre l'éducation nationale, la police et la justice pour régler les questions de violence à l'école. Bon. C'est vrai que c'est une première difficulté. Essayer de montrer que travailler sur le climat scolaire est certainement au moins aussi important que le travail qu'il peut y avoir avec la police et avec la justice. Je n'ai aucune naïveté.
Nous avons besoin de travailler avec la police, avec la justice. Nous avons besoin, dans certains établissements, d'avoir quelques précautions de sécurité qui peuvent quelquefois passer, avec toutes les limitations que ça peut avoir, par la vidéosurveillance ou par la protection physique des établissements scolaires en termes de prévention situationnelle. On en a besoin. Je n'ai aucune naïveté encore là-dessus. Je vous donne un exemple. Rien que cette semaine, nous avions organisé, donc pour la 4e fois, il y en aura 5 par an, donc un stage au centre d'entraînement de la gendarmerie nationale à Saint-Astier pour les chefs d'établissement. Certains proviseurs vie scolaires ont voulu y participer aussi, pour la gestion de crises paroxystiques dans les établissements scolaires. On n'a pas d'illusion à se faire. On peut avoir des problèmes qui peuvent être liés au terrorisme. On peut avoir des problèmes qui peuvent être liés au narcotrafic, par exemple. On peut avoir des problèmes qui peuvent être liés à des guerres de territoire lourdes sur certains territoires où nous sommes implantés. Bon. Mais je le dis toujours, attention, 95% des violences qui sont commises dans les écoles ne sont pas des violences qui sont commises directement en venant de l'extérieur. Qu'il y ait des causalités extérieures, c'est possible. Mais en attendant, ce ne sont pas majoritairement, et y compris dans cette académie, des violences d'intrusion. Donc ça veut dire clairement que quoi qu'on fasse, quand on veut travailler sur les questions de violence à l'école, on travaille sur des questions qui sont tout autant pédagogiques que des questions de sécurité publique. On travaille tout autant sur un changement ou une adaptation des pratiques pour qu'elles soient préventives que sur des questions donc de liaison nécessaires avec, par exemple, les forces de l'ordre. Première difficulté. Deuxième difficulté, et c'est le titre donc de cette conférence, le climat scolaire, simple évidence ou révolution pédagogique. C'est vrai que personnellement, je travaille sur les questions de climat scolaire depuis 1991. La première enquête de victimation et climat scolaire que j'ai menée était dans un établissement, donc un collège de la banlieue bordelaise et dans 2 écoles élémentaires de quartiers sensibles en Île-de-France, et ça a été les toutes premières. Depuis, ça se chiffre évidemment en centaines d'enquêtes qui ont pu être menées. Et les difficultés qui étaient rencontrées sur le terrain, je m'en suis très vite rendu compte, étaient des difficultés qui étaient vraiment liées à cet aspect de, tout simplement, de bien-être, de sentiment d'appartenance, j'y reviendrai, de climat scolaire. Mais en même temps, on sait très bien que nous vivons donc dans un paradoxe qui est français plus qu'ailleurs, mais qui existe aussi ailleurs, qui est ce paradoxe du refus de penser que la question du climat scolaire, voire même que les questions pédagogiques sont importantes. On a même un système de pensée en France qu'on appelle quelquefois l'antipédagogie. Mon ami Philippe Mérieux en parlera certainement lui aussi cet après-midi, et il en a suffisamment souffert, y compris personnellement, pour savoir à quel point la pensée antipédagogique en France est destructrice. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple. Pas plus tard qu'hier, un ancien ministre, donc philosophe connu, en tout cas vendeur, a fait une critique donc des programmes d'éducation morale et civique. Sa critique partait très bien. Sa critique disait, écoutez, c'est quand même ridicule, on veut enseigner des notions qui ne sont à la limite, qui ne peuvent être acquis que par des étudiants qui sont en licence 3 de droit. Donc c'est ridicule, il faut beaucoup plus simplifier, etc. Ça, je suis d'accord. Bon, je parlerai de la manière dont je pense qu'on peut quand même les acquérir très jeunes et comment on peut aller grandir vers le raisonnement moral chez l'enfant. Mais en attendant, après, il nous donne la solution. Et sa solution, c'est la seule manière, c'est d'enseigner les œuvres classiques, littéraires et cinématographiques. Je n'ai rien contre ça. Au contraire, vous l'avez dit, je suis philosophe de formation, docteur en philosophie. Ma thèse, allez, ça fait toujours bien, ça fait très snob, mais c'est comme ça. Ma thèse, c'était « Folie et fou dans la pensée platonicienne ». Une thèse d'helléniste que j'ai passée tout en étant instituteur en institut médico-pédagogique. Ma thèse m'a beaucoup servi à prendre de la distance avec mon travail au quotidien, avec des enfants, effectivement, et ce n'est pas par hasard, qu'on considérait comme fous. Mais très sincèrement,
sur le plan pragmatique, je ne suis pas persuadé que ça me servait à faire la classe à ces enfants-là. Bon. Mais en attendant, oui, non, c'est clair. La littérature classique, je l'aime. Je sais que Philippe, s'il en parle, lui aussi est un grand amoureux de la littérature classique. Bon. Mais en attendant, penser que la pédagogie, penser que simplement oser parler du climat scolaire est quelque chose de normal dans une SP, dans un stage de l'éducation nationale, ou simplement parfois dans une salle des maîtres, c'est quelque chose qui, pour cette pensée antipédagogique, mérite de figurer sur un blog qu'on appellerait par exemple le bonnet d'âne. Bon. C'est vrai qu'en France, quoi qu'il en soit, si vous voulez faire un best-seller, écrivez plutôt La Fabrique des crétins, 300 000 exemplaires, pour quelque chose qui est profondément méprisant des élèves et des enseignants et de l'éducation nationale, que des bouquins plus peut-être scientifiques, mais qui, eux, se vendront. Un bouquin de sociologie ou de sciences de l'éducation actuellement se vend à 3000 exemplaires. Bon. Et encore, bon, quand il arrive à faire un petit peu de buzz. Bon. Donc le climat scolaire, pour moi, évidemment, c'est une simple évidence. Enfin, est-ce que j'ai besoin de travailler depuis 25 ans sur ces questions de climat scolaire, alors qu'il faut quand même être un petit peu demeuré pour penser que du bien-être dans un établissement scolaire, et que ce bien-être soit partagé par tous les acteurs, que ce soit les élèves ou que ce soit les personnels, va jaillir un meilleur apprentissage. C'est une simple évidence. Et pourtant, c'est toujours une révolution pédagogique. C'est toujours quelque chose qui a besoin d'être travaillé, d'être dit. C'est très complexe. Qui est très lié, bien sûr, aussi à la manière dont notre école s'est construite. Ne pas oublier que notre école s'est construite sur un rêve très beau, mais qui est aussi un rêve qui voulait couper l'école de son environnement social, et en particulier du cléricalisme, qui voulait couper l'école donc en transmettant des valeurs universelles, un savoir universel à l'intérieur d'une école qui n'entendrait pas les bruits de la ville. Pourquoi pas? Sauf qu'à un certain niveau, quand on arrive à une espèce de, comment dirais-je, de fanatisme, de la transmission purement magistrale de valeurs universelles, on risque de manquer le réel et surtout de se couper d'un certain nombre de nos élèves, de cultures qui existent, qui peuvent être des cultures populaires, etc. Pour cette conférence, je m'appuierai, alors je vais passer vite, sur diverses synthèses et recherches. Vous pouvez trouver une synthèse internationale que j'avais faite à l'époque pour la DGESCO, pour le conseil scientifique de la DGESCO, que vous pouvez trouver sur le site Climat scolaire. Je vous donnerai, pour ceux qui ne la connaissent pas, la référence plus tard. Je vais me baser aussi, donc, d'ailleurs, excusez-moi, le site de référence Climat scolaire. Hein. Ce site est un site qui a été construit par la délégation et qui est un site très particulier, c'est un site collaboratif. C'est-à-dire que ce que vous y trouverez, il y a bien entendu un certain nombre de synthèses abordables des principaux acquis de la recherche et de la recherche internationale sur les questions de climat scolaire, mais vous y trouverez aussi des outils précis, des réseaux, si vous voulez discuter avec certaines personnes sur le climat scolaire. Et ce qui est intéressant, c'est que ce site est un site qui reflète totalement la philosophie qui préside à la manière qu'a la délégation de travailler en général. C'est un site totalement collaboratif. C'est-à-dire qu'on ne pense pas, et je ne pense pas, qu'il suffise de décréter par le haut, alors là, en bas, votre climat scolaire, il est bon, pour que le climat scolaire soit bon. On arrive là dans le paradoxe habituel, qui est vraiment, le paradoxe bien connu par les psychosociologues du « soyez spontané ». Bon, ayez un bon climat scolaire, dirait la hiérarchie, je n'y crois pas. Sauf si on a une hiérarchie effectivement bienveillante, qui effectivement accompagne et qui effectivement est persuadée de l'importance du climat scolaire. Vous comprenez à quel point je suis heureux qu'en académie et ici puisse s'organiser, et en présence de Madame la rectrice, et je ne suis pas en train de faire de la flatterie, donc une journée sur le climat scolaire. Quand je dis collaboratif, ça veut dire que différents participants qui peuvent être
ou des personnes qui sont dédiées un petit peu au climat scolaire dans chaque académie, parce qu'il y a de plus en plus d'académies qui ont des groupes climat scolaire, ou des personnes qui sont en établissement, en circonscription, etc., vont proposer des textes qui vont être travaillés par un collectif, mais tout à fait informel. Il n'y a pas de validation autre, à part une validation ultime, si on avait besoin, que le collectif ferait échapper quelque chose sur l'importance, comment dirais-je, d'être raciste pour avoir un bon climat scolaire. Mais il se trouve qu'on n'a jamais eu à censurer ce genre de choses. Il me semble que quelquefois, le terrain est véritablement très intelligent. L'idée, elle est là. C'est-à-dire que, allez, le vieux platonicien que je suis sait très bien, puisqu'il va rentrer dans la caverne, que la lumière est aussi dans la caverne, et pas seulement à l'extérieur. Je vais m'appuyer aussi sur des enquêtes nationales, je pourrais m'appuyer aussi sur un certain nombre d'enquêtes internationales qui sont donc à la base de ce que je vais pouvoir dire. Là, j'ai mis les enquêtes les plus importantes que j'ai pu réaliser avec les échantillons que j'ai pu analyser ou les enquêtes qui sont maintenant faites par la DEP, puisque les enquêtes de victimation et climat scolaire maintenant sont aussi faites au niveau national par donc la direction d'évaluation au ministère. Ce qui est intéressant. On a un ensemble de savoirs maintenant, en tout cas de bases de données, qui sont très importantes. Là aussi, je le dis, ça fait bien, ça fait snob, tout ce que vous voulez, mais non, pas du tout. Si on veut baser ce qui est un peu le projet qui était porté par la délégation, l'action sur la recherche, il faut que ce soit une vraie recherche. Et une recherche qui dise, voilà ce que nous avons fait concrètement. Donc, je m'appuierai sur ces recherches, qui sont des recherches d'enquête dites de climat scolaire et victimation, que je présenterai un petit peu plus en détail. On a des enquêtes récentes, il y en a d'autres qui vont être lancées. Il va y avoir une autre enquête lycée, la première, celle qu'on a faite l'année dernière, donc qui doit être publiée prochainement, donc en collaboration délégation et au IEP d'ailleurs, est une enquête qui va être maintenant dupliquée de manière encore plus large par la DEP, après notre enquête exploratoire. Enfin, quand des enquêtes exploratoires concernent près de 14 000 élèves sur l'ensemble du territoire, on sait qu'on n'est quand même pas très loin de la représentativité non plus. Alors le climat scolaire, qu'est-ce que c'est? Climat scolaire, effectivement, c'est un concept un peu mou, dont on va se dire qu'il est très subjectif. C'est vrai, il est subjectif dans un premier temps, puisqu'il s'agit de dire que ça reflète le jugement qu'ont les parents, les éducateurs, les élèves, de leur expérience de la vie et du travail au sein de l'école, du collège, de l'établissement. Bon. Seulement, il ne faut pas oublier que nos individus sont des êtres sociaux. Des êtres sociaux qui appartiennent à des collectifs différents. Que, par exemple, il est très important de se rendre compte que les différents groupes sociaux au sein de l'école vont avoir des points de vue certes différenciés à l'intérieur du groupe, mais aussi extrêmement différenciés entre groupes. Je vous montrerai par exemple tout à l'heure la différence de perception qu'il y a entre ceux qui enseignent et ceux qui n'enseignent pas. Et c'est d'ailleurs un des nœuds du problème, on le sait bien. Donc, ça veut bien dire que mesurer le climat scolaire, voir quelles sont ces différentes perceptions, ce n'est pas simplement le climat scolaire d'une catégorie d'acteurs. Le climat scolaire dépend tout autant de la perception qu'ont les enseignants que de la perception des élèves. Ce qui veut bien dire, et de plus en plus, que les enquêtes de climat scolaire et de victimation qu'on mène doivent concerner le maximum d'acteurs possibles. Nous n'avons pas encore réussi, même si on a la méthodologie, même si on a maintenant les questionnaires, que j'ai pu réaliser d'ailleurs, entre autres, avec des fédérations de parents d'élèves, mais on sait que les fédérations de parents d'élèves ne sont pas forcément représentatives de la population des parents dans nos établissements scolaires, et c'est une discussion, c'est pas une vacherie vis-à-vis d'elles, c'est une réalité sociologique, hein, et donc ça pose des questions. Interroger des parents de classe populaire éventuellement avec des grandes difficultés donc, en termes donc, d'illettrisme, par exemple, bon, évidemment, ça pose des problèmes très différents. Et louper certains parents, c'est louper aussi une vision donc, globale de l'établissement scolaire.
Le climat scolaire, au départ, on a souvent voulu le rabattre sur quelque chose qui est l'effet établissement. Comme si c'était une valeur ajoutée, quelque chose qui ne concerne que ce qui se passe en dehors des classes. Or non, le climat scolaire, c'est quelque chose où l'effet classe est tout aussi important. L'effet classe détermine beaucoup et est beaucoup déterminé par le climat scolaire. Je vais vous donner un exemple. On sait qu'une des pratiques qui est fortement déconseillée, mais qui malheureusement existe encore beaucoup, sauf bien entendu dans l'Académie de Créteil, est la pratique qui consiste à mettre ensemble les enfants, les élèves les plus en difficulté. Ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre en se disant on va leur en donner plus en ayant des groupes plus réduits. Bon, ça peut se comprendre. Et effectivement, on en arrive du coup à ce paradoxe quand on me pose toujours la question est-ce que la violence à l'école dépend du nombre d'élèves dans une classe, auquel je réponds la recherche montre que les classes les plus difficiles où il y a le plus de violence sont les classes les moins nombreuses. Tout simplement parce que c'est dans les classes les moins nombreuses qu'on met ensemble les enfants les plus en difficulté. Alors évidemment, c'est un peu de la criminologie de base, hein, mais plus vous mettez ensemble des enfants en difficulté, plus vous multipliez leur capacité à faire groupe, à faire bande, et finalement à agir de la violence antiscolaire. Sauf si, et c'est quelquefois nécessaire, il y a par contre un énorme projet pédagogique derrière, une vraie aide avec des capacités aussi pour ces jeunes et pour ces enfants à malgré tout avoir des activités avec les autres élèves, etc. Le groupe matière, par exemple, n'est pas la même chose que la classe de niveau. L'effet classe, oui, bien sûr, fait partie de l'effet établissement. Rappelons-nous cette tentation qu'il y a parfois de confier ces classes les plus difficiles à des jeunes arrivants. Ça arrive. Le climat scolaire ne se limite pas au sentiment de sécurité. Si je travaille sur les questions de violence à l'école, la notion de climat scolaire, c'est aussi quelque chose qui va être beaucoup plus large. C'est-à-dire, par exemple, tout ce qui va toucher la qualité des interrelations entre les élèves et les enseignants, ou entre les enseignants eux-mêmes, les membres du personnel eux-mêmes, le sentiment de respect, le sentiment de justice de la punition, le sentiment de justice de l'évaluation, le sentiment d'être réellement pris en compte, et les questions, oui, de bien-être, les questions de sécurité, etc. Vous savez, il ne faut jamais attendre d'un chercheur, surtout s'il est plutôt sociologue, une définition carrée. Parce que les mots dépendent de leur environnement, parce que les mots dépendent de, de leur évolution historique. Il est très possible que le mot climat scolaire, moi je l'abandonne dans les mois qui viennent. C'est paradoxal, mais c'est normal. C'est-à-dire que si ça s'affadit trop, on finira peut-être par avoir quelque chose qui ne sera pas opérationnel. Bon. Je crois que c'est important de se le dire. Par exemple, le mot harcèlement, dont je reparlerai, est un mot très dangereux. Un mot sur lequel on risque de mettre n'importe quoi. C'était d'ailleurs un mot que j'ai refusé très longtemps, je m'en expliquerai tout à l'heure. Le climat scolaire n'est pas non plus réduit à l'effet chef d'établissement. Bon, c'est important. C'est vrai qu'on dit très souvent « il n'est de bons murs que de bons hommes », pour parodier Henri IV, mais on va souvent résumer les bons hommes au chef d'établissement. Et si le chef d'établissement est mauvais, le climat scolaire est mauvais, et si le chef d'établissement est bon, le climat scolaire est bon. Je me rappelle avoir écrit, c'était en 1995, un chapitre qui s'intitulait « Chef d'établissement, un métier impossible ». Bon. C'est vrai que si on a cette perception, et qui est une perception qui est aussi très clairement issue de notre système français pyramidal, que la seule personne capable de garantir un climat scolaire serein, c'est le chef d'établissement, on peut être sûr d'une chose, c'est que le chef d'établissement, dès qu'il y a un problème, deviendra le bouc émissaire. Combien d'établissements avec lesquels j'ai travaillé, sauf dans l'Académie de Créteil, où on m'a dit « Écoutez, c'est pas difficile, ça ira mieux quand on virera le chef d'établissement.
Je connais un établissement qui n'est pas, et je le garantis, dans l'Académie de Créteil, mais qui, depuis 15 ans, a eu la peau de plus de 6 chefs d'établissement et qui a toujours les mêmes problèmes. Bon, c'est tellement plus compliqué que ça. Mais en attendant, il est vrai que notre système français donne une place centrale aux chefs d'établissement et que, de toute manière, toutes les évaluations de programmes sur le climat scolaire ou la violence à l'école montrent la très grande importance du chef d'établissement. Simplement, quand un système repose sur la qualité d'une personne, on peut dire, et je rejoindrai un petit peu François Dubé là-dessus, que peut-être qu'il n'institue plus vraiment. Une institution, elle n'est là non pas pour des raisons bureaucratiques, mais bien pour protéger les personnes qui y travaillent. Et en l'occurrence pour nous, que ce soit les élèves ou que ce soit les personnels. 5 dimensions sont assez bien reconnues par la recherche au niveau du climat scolaire. C'est un résumé, alors l'étrange NSCC, c'est le National School Climate Center. Vous avez un excellent site donc, de ce groupe de chercheurs qui est dirigé par mon ami Jonathan Cohen, qui est aussi d'ailleurs au conseil scientifique de la délégation, qui avait fait une conférence ici, dans cette même salle d'ailleurs, il y a quelques mois, il y a un an, à peu près un an et demi, sur ces questions de climat scolaire, et donc qui est probablement un des 2 ou 3 chercheurs majeurs dans le monde sur les questions du climat scolaire, qui donc dans ce site, alors évidemment c'est en anglais, vous pouvez trouver aussi beaucoup de renseignements, mais à l'américaine, c'est très différent. Hein. Pour vous donner un exemple, actuellement aux États-Unis, il y a 49 États qui ont mis en place des actions contre le harcèlement à l'école, en termes de politique donc publique forte. Sur ces 49 États, les évaluations, parce qu'ils ont de l'argent pour le faire, c'est très bête, mais c'est important, bon, ont montré que dans les 2 tiers des États, on a mis en place des politiques uniquement punitives et répressives, et que dans ces États, le harcèlement a continué à augmenter. Et que dans les États qui ont mis en place ce qu'ils appellent là-bas le School Climate Reform, hein, il y a eu une baisse de la violence à l'école et du harcèlement. C'est très intéressant, vous voyez. Et du coup, évidemment, le mouvement de la réforme par le climat scolaire est en train de devenir une politique fédérale. Vous voyez. Alors, je ne vous lis pas toutes les diapos. Alors oui, si quand même une question très bête. Est-ce que ceux qui sont dans l'autre salle voient le diaporama? Non. Donc, je suis désolé, mais je vais donc lire une partie donc, de la diapositive. Surtout s'il y a des étudiants qui doivent faire un travail là-dessus. Mais ce que je peux faire quand même, c'est vous laisser le montage de manière à ce que les étudiants puissent ensuite le consulter sur le site de l'ESP, par exemple. Je pense que c'est le plus simple. Donc, les dimensions du climat scolaire sont des dimensions multiples. D'abord, la question des relations, bien sûr, avec, par exemple, ici, respect de la diversité, relations positives entre tous, décisions partagées, etc., investissement de la communauté scolaire, participation des parents aux décisions. Donc, la question des relations. La question de l'enseignement et de l'apprentissage. Oui, pour avoir un bon climat scolaire, par exemple, des attentes élevées en matière de réussite, la pédagogie différenciée, l'apprentissage social et éthique valorisé en lien avec les disciplines, par exemple, sont très importantes. Donc la question du climat scolaire n'est pas une question qui se sépare de la question des exigences dans la co-construction, je préfère ce terme à transmission, donc des connaissances. La question de la sécurité, bien sûr, hein, sécurité physique, la question du plan de crise. Tiens, sur le plan de crise, tout à l'heure, quand la personne de l'ESP est venue vous expliquer les sorties au cas où il y aurait un problème, tout le monde a rigolé, moi y compris. Bon. Or, si vous allez aux États-Unis, c'est très intéressant. Il y a systématiquement dans les établissements scolaires des exercices obligatoires. Un chef d'établissement qui ne le ferait pas risquerait tout simplement d'avoir des ennuis judiciaires. Chez nous aussi. Bon. Chez nous aussi, quand même. Nous devons le faire. Mais combien le font en le prenant réellement au sérieux? Sauf dans l'Académie de Créteil.
Mais par exemple, pour parler d'autre chose, quand au niveau des écoles élémentaires, on se rend compte qu'un des problèmes qui monte très fortement, c'est le problème des enfants à troubles de comportement lourds et agressifs. Bon. Il faut savoir que parfois, il n'y a pas vraiment d'entraide. On fait ce qu'on peut, débrouille-toi avec cet élève. Il va falloir 1 an et demi pour avoir une consultation chez un pédopsychiatre. C'est la réalité de nos territoires ici. Hein. Il y a des enseignants, il y a des groupes classes, il y a des élèves qui vont souffrir de cette situation-là. Bon. Je suis personnellement un fervent partisan de mettre en place des plans de gestion de crise, y compris sur ce type de problème, de manière à ne pas abandonner les personnes qui en souffrent. Je vais vous donner un exemple très simple et très personnel. Ma propre belle-fille, donc, son premier poste a été un poste de professeur des écoles dans une académie voisine, et elle a eu donc une classe avec un enfant qui était véritablement avec des troubles de comportement très lourds. Elle était enceinte de 4 mois, et les 3 premiers mois, donc cet enfant a par exemple cassé 6 fois la porte de sa classe, lui tapé sur le ventre en lui donnant des coups de pied. Bon, rassurez-vous, mon petit-fils est tout à fait normal. Bon. Mais en attendant, elle n'a eu aucune aide. Aucune aide. Quand on parle de transmettre les valeurs de la République, j'y reviendrai, est-ce que les valeurs de solidarité entre adultes ne doivent pas s'incarner? La question de l'environnement physique, oui, c'est très important. Oui, la recherche montre très bien que, à la fois l'architecture, mais plus que l'architecture, au-delà de l'architecture, la manière d'habiter une école ou un établissement scolaire est essentielle. Moi, ça me frappe beaucoup, parce que j'ai quand même travaillé avec 52 pays, le fait que certains de nos établissements restent assez tristes et peu habités. Ou par exemple, les œuvres qui sont réalisées par les élèves, les récompenses sportives ne sont pas suffisamment mises en valeur. Moi, ça m'a beaucoup frappé dans des recherches qu'on a menées d'ailleurs en commun avec Benjamin Moignard, moi d'un point de vue plus quantitatif, lui d'un point de vue plus qualitatif. On montrait par exemple que dans des établissements scolaires qui étaient beaucoup plus pourris que nos établissements scolaires, dans des zones certainement au moins aussi difficiles, sinon plus difficiles que les nôtres, je pense à la favela de la Rocinha à Rio de Janeiro par exemple, bon, ou à des zones où j'ai moi beaucoup travaillé en Afrique subsaharienne, on a très paradoxalement des élèves qui nous disent beaucoup plus, qui sont satisfaits des locaux, alors même que les locaux, c'est quelquefois une case avec à peine un toit en paille, mais des locaux qui sont plus habités. Le sentiment d'appartenance essentiel, sentiment d'être relié à la communauté scolaire, un adulte au moins pour les élèves, engagement des professeurs et des élèves. Quel est l'adulte significatif pour moi? Est-ce qu'il y en a au moins dans mon établissement scolaire? Quelque chose qu'on peut faire, par exemple, très concrètement, qui est beaucoup pratiqué d'ailleurs, entre autres au Québec ou aux États-Unis, c'est dans une réunion d'équipe, avec une liste d'élèves, eh bien, moi, en tant qu'adulte, je m'estime relié à quel élève ou quel élève est relié à moi. Et quelquefois, on a des surprises de voir ceux qui ne sont pas reliés. Et du coup, on peut construire un projet par rapport à celui ou ceux qui ne sont pas reliés. Sentiment d'appartenance, je le dis en passant, c'est pour moi peut-être ce qui est essentiel quand on est en train de parler donc de la transmission des valeurs de la République. Je ne crois pas, personnellement, c'est une position claire, j'ai d'ailleurs exprimé dans la presse, je ne crois pas à une transmission classique par le cours de morale des valeurs de la République. Ce que je trouve très intéressant dans ce qui se dit, ce qui a déjà été écrit, dans ce que sont les résultats d'ailleurs de la consultation sur les programmes de MC, c'est que tout le monde commence à être conscient que les valeurs de la République, ça se vit. Les valeurs de la République, plus que ça se transmet, ça se construit et ça se co-construit. Que par exemple, le fait que l'élève soit acteur lui-même dans l'établissement scolaire, et on verra quelques techniques pour ça, donc est tout aussi essentiel. Si je veux me sentir appartenir à la République, il faut que je me sente appartenir à mon école, dans mon quartier, pour que cette République soit ma République.
essentiellement. Et ce n'est pas forcément uniquement par des débats impossibles, je dis bien impossibles, sur lesquels je sais que je contenterai Madame la rectrice là-dessus. On n'a pas été suffisamment préparé, on a voulu faire les choses trop tôt, et où du coup il y a eu des grandes difficultés, donc sur ce fameux débat, Charlie, pas Charlie, si vous voulez. Bon. Mais en même temps, évidemment, le poids émotionnel, le poids d'horreur que nous avons vécu tous avec ces événements ne pouvait aussi que, je dirais, nous obliger un petit peu à essayer d'en parler. Le climat scolaire est quelque chose dont la recherche est très claire sur le plan international, a des effets sur les apprentissages. La relation entre climat scolaire positif, réussite des élèves est très bien établie. Des élèves qui apprennent mieux, qui sont motivés, valorisés dans la politique de l'école, qui sont associés à un taux significativement plus bas d'absentéisme et jouent sur l'exclusion scolaire. Bon, c'est très clair, c'est la même chose que cette grande importance du sentiment d'appartenance. La recherche, d'ailleurs, va très loin en montrant, ici je donne une recherche, c'est un exemple parmi des centaines de recherches qui ont été menées par deux personnes qui sont des spécialistes du climat scolaire, Ron Astor et Rami Benvenisti, qui sont d'ailleurs membres du comité scientifique de l'Observatoire international des violences à l'école. Ron Astor travaille à Los Angeles et Rami Benvenisti à Tel Aviv, et qui ont fait donc une très grosse recherche à partir d'un échantillon de 73 254 élèves, donc de 10 à 14 ans, et qui conclut très simplement là-dessus. Le bon climat scolaire augmente les résultats scolaires, indépendamment des facteurs socio-économiques initiaux. Il a une influence significative sur les capacités d'apprendre et d'augmenter les compétences scolaires. C'est très important. Si vous voulez, le projet de l'Observatoire universitaire, il repose aussi sur un ras-le-bol que je suis sûr les gens de terrain que vous êtes vivent quelquefois. La sociologie de la déconstruction, c'est super. C'est vachement bien de savoir que les élèves sont coupés de l'école parce que vous méprisez les classes populaires, et surtout émigrés, parce que vous êtes des colonialistes dans vos établissements scolaires, et que, évidemment, vous êtes des valets du grand capital ou du complot néolibéral contre les classes populaires. C'est super. Ça nous fait une belle jambe. Bon. Je veux bien, la critique politique, la critique sociologique, la déconstruction sociologique est importante, à condition qu'elle soit suivie d'une reconstruction. À condition que, quoi qu'il en soit, les personnes qui sont là, dans la faille de l'exclusion, soient aussi des personnes qui puissent effectivement s'épanouir, avoir du plaisir au travail et continuer à y croire. C'est difficile dans certains lieux. Je connais bien sûr certains collèges, certaines écoles élémentaires où c'est particulièrement difficile. Et on va dire, quelquefois, dans un sentiment de découragement très fort, on ne peut rien faire. C'est vrai que c'est très difficile quand on est dans certains milieux ou dans certains micro-quartiers, quelquefois, où le taux de chômage est de 70%, où effectivement le travail bien à l'école, tu auras du boulot, est assez peu crédible. Et en particulier quand l'embauche au faciès est quand même quelque chose d'extrêmement répandu dans notre société française. C'est très difficile quand la xénophobie monte, et à quel point nous avons tous peur ici des résultats, par exemple, des élections départementales. Bon, à quel point on sait qu'on a là quelque chose qui est une épée de Damoclès extrêmement dangereuse pour nous, pour les valeurs que l'école de la République essaye de porter. Bon, je sors de mon rôle de chercheur, mais délégué ministériel, je peux faire de la politique. Bon. Le fait est que ce type de résultats, qui sont les résultats que personnellement en France, j'ai depuis très longtemps, depuis mes premières recherches lourdes dans les années 93-94, c'est effectivement que même s'il y a une énorme influence des questions socio-économiques, ça n'est pas une fatalité. Qu'effectivement, certains établissements réussissent mieux que d'autres, pourtant avec les mêmes difficultés socio-économiques, à quelque part pallier l'inégalité sociale. Bon, c'est très important, c'est très difficile. C'est aussi à ce niveau-là, du coup, que je dis très souvent l'importance d'accompagner les établissements sur la longue durée, de manière à ce que des progrès qui peuvent sembler peu crédibles puissent être effectivement mesurés. Non pas pour donner, comment dirais-je,
une médaille en chocolat à un établissement scolaire, mais bien pour aider à avoir des indicateurs précis sur ce type de progrès. Bon. Dans le projet FSE qui a été conduit, par exemple, c'est un projet qui a été porté avec des référents harcèlement dans les établissements scolaires de référence et des référents, des formateurs référents harcèlement à l'UFM et à l'ESP. On a vu dans la majorité des établissements qui ont profité de ce programme une diminution très forte de l'exclusion. Les chiffres que Benjamin vous aurait donnés certainement sont quand même importants. Baisse dans ces établissements-là en moyenne. Dans certains, ça n'a pas marché. C'était, je crois, 17 établissements in fine. Mais on a vu une baisse de 35% des exclusions temporaires. C'est un résultat extrêmement intéressant. Ce n'est pas une baisse de 100%, mais c'est un résultat extrêmement intéressant. On a vu une augmentation de 15%, par exemple, de l'image positive des personnels enseignants en moyenne dans ces établissements-là. Donc oui, on peut faire quelque chose, c'est extrêmement important. Je ne nie pas pour autant la question des conditions socio-économiques. Bien sûr, le climat scolaire a aussi un lien fort avec la victimation. Et c'est un des acquis majeurs de la recherche en France, à l'international. Le climat scolaire positif, c'est un facteur de résilience, de bien-être, et c'est un facteur prépondérant dans la prévention de la violence à l'école. La plus grosse recherche qui a jamais été menée au monde sur les questions de violence à l'école a été menée par Denise Gottfredson. Denise Gottfredson est une chercheuse nord-américaine qui s'appuie sur des échantillons de 300 000 personnes environ, qui sont interrogées, donc, ces échantillons tous les ans depuis 1977. Donc vous imaginez la puissance statistique que peut avoir ce type de recherche. Vous imaginez aussi ce que ça veut dire en termes de crédit de recherche. Là, je reprends l'universitaire qui sait à quel point c'est difficile en France d'avoir des crédits pour plusieurs années. Pour une, c'est déjà difficile, mais pour plusieurs années, ça devient de l'ordre de l'impossible. Mais enfin, bon, on y arrive quand même à peu près. Et cette recherche montre que les facteurs principaux au niveau de la violence à l'école et la différence de victimation pour les élèves, je dis bien pour les élèves, sont des facteurs qui sont liés à la stabilité des équipes éducatives, à la gestion des conflits dans les équipes éducatives, à la justice scolaire, au sentiment de justice scolaire, ou à la ségrégation interne dans les établissements scolaires. Donc oui, on a là des facteurs qui sont extrêmement explicatifs, et plus explicatifs d'ailleurs que les facteurs socio-économiques. Pour la victimation des élèves, ça n'est pas la même chose pour la victimation des enseignants, qui sont eux beaucoup plus sujets à cette coupure précisément, donc qui a fait augmenter, je dirais à la fin des années 90 en particulier, ce qu'on appellera les violences antiscolaires, qui peuvent être dirigées donc éventuellement contre les personnels. Vous avez ici un lien, une figure, donc, alors je suis désolé pour ceux qui sont dans notre salle, qui ne pourront pas le voir, qui est extrêmement spectaculaire et inédite. C'est la première fois que je la présente. C'est des résultats de l'enquête qu'on vient de faire au lycée. Ils entendent toujours rien. Il faut manger le micro, monsieur Debarbe. Les pauvres, il faut manger le micro. Ah, quelle horreur. Le problème, c'est qu'il est un peu loin, là. Bon. Alors, je prie l'autre salle de bien vouloir m'excuser pour tous ces problèmes donc, qui me rendent inaudible, mais peut-être y gagnez-vous et une bonne sieste du matin, ça peut faire du bien. Donc cette figure est une figure qui montre le lien très fort qu'il y a entre victimation, harcèlement et climat scolaire. Vous avez un axe, c'est l'axe principal, le deuxième axe n'a aucune importance, il ne représente que 2% de la variance. Un premier axe qui explique donc presque tout en termes de différence. Plus vous allez vers la droite, plus les élèves qui ont répondu sont satisfaits du climat scolaire dans toutes ses dimensions. L'ambiance entre élèves, le bien-être de la classe, puis ils sont insatisfaits, excusez-moi. Le bien-être de la classe, le bien-être dans leur lycée, la sécurité autour dans le quartier, la violence ressentie, les relations élèves-enseignants, etc. L'apprentissage, la qualité du bâti, la sécurité dans les transports en commun, les notes,
les relations élèves-vie scolaire, les relations avec les autres adultes. Donc plus vous allez vers la droite, moins vous êtes satisfait. Et vous voyez comme c'est spectaculaire. Les élèves non victimes sont tout à gauche, du côté des plus satisfaits, et au fur et à mesure qu'augmente le nombre de victimations subies et la répétition de ces victimations, au fur et à mesure on est insatisfait. Avec une coupure très nette, vous voyez, entre les 7 victimations et les 8 victimations, qui correspondent en fait, ici, au harcèlement. Et vous voyez comment, quand il y a une question de harcèlement, l'élève s'est éloigné totalement du bien-être dans toutes ses dimensions dans un établissement scolaire. La réciproque est vraie. On est là dans une boucle évidemment rétroactive. Plus vous êtes dans un climat scolaire dégradé, plus il y a de risques de victimation pour les élèves. Donc on est là dans une relation qui est vraiment une très jolie fonction. On est dans la semaine des mathématiques, donc je me permettrai d'employer ce langage mathématique, une très jolie fonction extrêmement intéressante sur le lien entre les différentes dimensions du climat scolaire et le nombre de victimations subies. Alors, je vais aller très vite là-dessus pour représenter certains résultats. Bon. Ici, il s'agit donc de l'enquête qui a été menée par la DEP, c'est celle de 2011, je ne l'ai pas actualisée en 2013, mais ce sont les mêmes résultats en collège. Sur les mêmes questionnaires, puisque bon, je les avais aidés à mettre en place leur enquête, que nous utilisons, nous, ici, à l'Observatoire, et que j'utilise à l'Observatoire donc international de la violence à l'école, les questionnaires, en fait, que j'ai mis au point en 91, et où on voit, donc, le point de vue du climat scolaire sur certains indicateurs du climat scolaire. C'est un résumé, on en a 24 maintenant des indicateurs, donc, qui montrent que, quoi qu'il en soit, dans les collèges et dans les écoles françaises, on a quand même des élèves qui s'estiment heureux. On a quand même des élèves, même s'ils ne sont pas forcément des foudres de guerre, même si éventuellement ils s'ennuient effectivement, comme vous le rappeliez, même s'ils peuvent être mieux, on a 92,8% des élèves de collège qui s'estiment tout à fait bien ou plutôt bien dans leur collège. Hein ? Là, il faut quand même aussi envoyer ce message. Moi, j'en ai un peu ras-le-bol du school bashing. Bon. Actuellement, on a une campagne de presse extrêmement négative contre laquelle on essaye de se battre sur, c'est quand même un paradoxe, le fait que l'éducation nationale ne fait rien contre le harcèlement, y compris son délégué ministériel, qui est celui qui a mis quand même en avant cette thématique il y a 3 ans. Bon, mais où c'est l'école, c'est l'horreur, c'est l'enfer. J'étais hier soir dans une conférence dans l'Académie de Versailles, avec essentiellement des parents. Et je fais ces conférences-là actuellement pour rassurer. Les parents imaginent qu'à partir du moment où leur gosse va rentrer au collège, il va se faire massacrer immédiatement. Bon, c'est quand même invraisemblable les effets de réel que peuvent avoir ces manipulations éhontées de cas qui sont montés, et il ne faut pas les relativiser évidemment dans leur gravité, mais comme des cas ordinaires alors que ce sont des cas exceptionnels. Bon. Simplement, une petite chose qui est intéressante quand même, quand on le voit sur le climat scolaire, la seule chose où on a un point de vue un peu plus négatif, c'est sur les punitions données très ou plutôt justes. C'est intéressant. Pourquoi ? On va se dire, c'est parce que ce sont des adolescents, ils ont besoin de s'opposer, donc c'est normal. Oui, mais ça n'explique pas que dans certains établissements scolaires, je peux avoir par exemple 30% d'élèves qui trouvent les punitions justes, alors que la moyenne est 67,2%. Ce qui est très intéressant dans tout ça, c'est qu'on a une norme et que cette norme va nous permettre de mesurer la variabilité. Et dans les établissements scolaires, de voir un petit peu quelles sont les lignes de force, là où ça va mieux. Évidemment, je ne compare les établissements qu'à niveau socio-économique égal, ou là où il y a une faiblesse qu'on a intérêt à travailler. Et ça, c'est extrêmement intéressant comme indicateur de pilotage. Bon, c'est vrai que avec plusieurs établissements déjà de l'Académie, on a eu l'occasion de faire ce type d'enquête et que le projet que je repiloterai à partir de septembre va beaucoup se baser aussi sur ça. L'idée, c'est vraiment l'importance d'avoir une norme et d'avoir un diagnostic comparé. Non pas pour dire c'est meilleur ou c'est moins bon, c'est meilleur toujours sur certains points et moins bon sur d'autres, mais bien pour avoir quelque chose qui, au niveau de l'établissement, permet d'éclairer un petit peu les problèmes. Au niveau du climat scolaire, voilà les résultats des enquêtes que j'ai fait auprès des personnels. Donc à gauche du second degré, à droite du premier degré.
Comme on le voit, il y a une vraie différence en termes de bonheur à enseigner, en termes en tout cas de satisfaction quant au climat scolaire. Les personnels du second degré sont plus critiques que les personnels du premier degré. Il n'empêche qu'on est là aussi dans une très grande majorité d'enseignants, ICS, ça veut dire indice de climat scolaire, qui perçoivent donc le climat scolaire de manière plutôt positive, plus nuancée certainement que les élèves, et en tout cas surtout au niveau du second degré. Malgré tout, cette perception du climat scolaire est extrêmement variée et dépendante, là oui c'est vrai, des conditions sociales et des inégalités structurelles. Surtout, encore une fois, au niveau des personnels. Vous avez ici la différence entre la perception des personnels interrogés, donc c'est une enquête qui date de 2013, que j'avais faite avec donc, la Fédération Autonome Solidarité et avec la délégation, où on voit par exemple à quel point le lycée professionnel donc, est très clairement plus problématique pour les personnels qui y travaillent, qui voient donc une différence forte, avec bien sûr, et ça bon j'anticipe et je n'ai pas le temps de le développer, une très grande importance par rapport à la question de l'orientation, bien entendu, et l'orientation au lycée professionnel, par défaut, avec une image dévalorisée du lycée professionnel, dont on a beau dire depuis qu'il existe, qu'on va revaloriser son image, on n'y arrive pas, pour des raisons qui sont évidemment idéologiques, qui sont évidemment liées à la répartition sociale du travail dans notre société, mais qui, en attendant, posent de vraies questions. Alors c'est une moyenne. Il est évident qu'il y a des lycées professionnels qui ont une image extrêmement positive par leur personnel comme par leurs élèves, mais en attendant, on voit des effets d'inégalité sociale et structurelle. Vous avez la même chose au niveau de ce que j'appelle l'effet zone urbaine sensible. Comme vous le voyez par exemple, ici il s'agit des personnels donc, du second degré. Si vous enseignez dans une zone urbaine sensible, 37,2% des personnels répondent que le climat scolaire y est plutôt mauvais, contre 24,3% donc dans les établissements qui ne sont pas en zone urbaine sensible. Et au niveau du premier degré, une des questions parmi d'autres, perception de la violence par les personnels. Vous voyez que là, c'est assez spectaculaire, puisqu'on a en gros 18 à 19% des personnels qui trouvent qu'il y a de la violence très souvent, ou plutôt souvent, dans leur établissement qui n'est pas classé en éducation prioritaire, tandis que 46% estiment que la violence est très souvent, ou plutôt souvent présente, lorsqu'ils sont donc dans une école élémentaire qui est classée dans l'éducation prioritaire. Donc, il ne s'agit pas de nier l'importance, vous voyez, des inégalités socio-économiques. Simplement, ce que je dis, c'est qu'elles n'expliquent pas tout et qu'on peut réagir malgré tout. Quelques chiffres importants. Le risque d'être victime à répétition est pour les enseignants 4 fois plus important dans les écoles les plus défavorisées par rapport aux plus favorisées. Un risque présent 1 sur 23 dans les plus favorisés, un enseignant sur 5 dans les quartiers les plus démunis, près de 5 fois plus. Et c'est peut-être une vacherie, mais c'est comme ça, ils ne sont pas payés 5 fois plus. Au niveau de la violence verbale, au niveau de tous les types de violences, comme vous le voyez, il y a vraiment une différence extrêmement importante. Une différence qui est du simple au double, voire 3 fois plus, entre l'éducation prioritaire et l'éducation non prioritaire. Ici, au niveau des risques courus par les personnels. C'est une des évolutions de la violence à l'école qui a été les plus perceptibles à la fin des années 90, qui est très liée à ce qu'on appelle la délinquance d'exclusion. Mais il y a aussi des différences de perception du climat scolaire, et c'est un vrai problème de management dans les établissements scolaires, ou de management, j'aime pas forcément ce mot, de gouvernance, je l'aime pas trop non plus, d'accompagnement, allez, dans les établissements scolaires et dans l'éducation nationale, par rapport à la différence suivant les fonctions. Vous voyez par exemple ici que les personnels de direction sont 53% à répondre que leur climat scolaire est bon, contre 13,8% des enseignants et 7,6% des enseignants de SECPA. C'est intéressant et c'est très spectaculaire. Voilà la même figure que tout à l'heure. Plus vous êtes à droite, cette fois-ci, l'échelle est inversée, plus vous êtes satisfait du climat scolaire. Et vous voyez cette coupure invraisemblable. Vous avez à votre droite proviseur principal, principal adjoint, proviseur adjoint, le CPE qui représente à peu près la moyenne,
et à votre gauche, les autres personnels de vie scolaire et surtout les personnels enseignants les plus insatisfaits étant les personnels des classes spécialisées. Alors évidemment, il y a des explications multiples. La première explication, c'est que la difficulté pour un chef d'établissement de dire que son établissement ne va pas bien est certainement importante, mais aussi tout simplement parce que le chef d'établissement a un sentiment d'appartenance immédiate à son établissement, dont je suis le pilote, qui va lui faire voir les choses peut-être différemment. Mais c'est aussi certainement aussi l'expression d'un véritable mal-être, d'un véritable malaise chez un certain nombre de personnels enseignants qui est plus important. Avec cette difficulté peut-être à prendre en compte du coup l'idée de l'importance d'une globalité, d'un collectif, d'une équipe, pour dire les choses telles qu'elles sont. Bon, c'est vrai qu'on va parler plus facilement d'équipe et par exemple quand on va essayer d'impulser quelque chose dans un établissement scolaire, et c'est là du coup on voit une des grandes difficultés de l'innovation, on parlait de l'innovation, c'est une innovation qui veut faire bouger la pédagogie à partir de personnels qui quelquefois ne sont pas en classe. Bon, et où on sait très bien qu'on a du mal à motiver des personnels qui sont fatigués, qui ont déjà beaucoup de difficultés et qui ne sont pas forcément formés non plus à autre chose que l'idée que le travail d'enseignant, c'est la transmission des connaissances, solitaire dans sa classe, par un sujet supposé savoir à vie des connaissances qui sont donc, j'en suis désolé, si on ne s'entretient pas, des connaissances qui risquent d'être vite obsolètes. Bon, c'est une vraie difficulté, mais qui est liée aussi à tout ce qui est le message social qui est envoyé sur l'enseignement. Les enseignants sont probablement les personnes qui sont les plus soumis à des injonctions contradictoires. Bon, regardez par exemple la réforme des collèges. La réforme des collèges qui dit bien à quel point, par exemple, il y aura dès la 6e, donc une initiation aux cultures anciennes, au latin, etc. Le lendemain même, alors que c'est un choix qui est quand même assez clair, bon, je ne le critique ni ne l'approuve, bon, le lendemain même, on a un dossier complet dans le Figaro sur l'abandon des langues anciennes et sur l'abandon du latin. Bon, c'est quelque chose d'assez étonnant, c'est-à-dire aussi cet aspect disciplinaire, cet aspect où toute la dimension collective est niée. Mais elle est niée, je veux dire, on est ici dans une SP. On est dans une SP où une structure innovante, l'OIEP, propose un certain nombre de choses. Mais dans cette SP, comme dans les autres SP, c'est une vraie bagarre, un vrai combat de persuasion pour bien montrer que ça n'est pas être ennemi des disciplines enseignées que de travailler sur le climat scolaire. Que par exemple, alors qu'on parle de climat scolaire et que c'est important de parler aussi d'un vrai tronc commun, mais aussi de l'importance de la formation à ce type de choses dans les masters de spécialité, eh bien, ça n'est pas acquis. Alors ici, un petit peu plus, hein, mais moi je connais des SP où le tronc commun actuellement se réduit en réalité à 2 heures. Bon, il y a aussi des vraies difficultés. Qu'est-ce que vous voulez et c'est compréhensible, quand un enseignant, un futur enseignant vient d'obtenir son master de spécialité et qu'on lui demande d'aller se reformer sur éventuellement ou non un master, et c'est très variable sur les activités, les académies, on dira plus de pédagogie, plus qui touchera à des questions de climat scolaire, etc., on a un refus. J'ai déjà été assez formé. Bon. Et malheureusement, ces types d'attitudes ont des conséquences de terrain et des conséquences, j'irais jusqu'à dire, sur l'abandon professionnel ensuite d'un certain nombre de jeunes enseignants qui peuvent être catastrophiques. Au niveau des personnels de collège, comme au niveau des personnels des écoles élémentaires, on le verra, les enquêtes de victimation sont extrêmement intéressantes. Elles montrent que les victimations les plus fréquentes sont évidemment des victimations verbales. 42,50% des personnels, non pas de collège, c'est de second degré, ça correspond aussi au lycée, ont été injuriés. Mais il y a aussi des victimations qui sont plus étonnantes et qui touchent là très franchement à des vraies questions là aussi de bien-être dans un établissement scolaire. Deuxième type de victimation révélée, 18,20%
des personnels s'estiment victimes d'ostracisme, ont été mis à l'écart par d'autres personnes de leur établissement scolaire. Pas les élèves, mais les collègues. D'accord ? Vous avez aussi 11% des personnels qui s'estiment victimes de harcèlement, dont 60% s'estiment harcelés par des collègues ou par la hiérarchie, et 40% par des parents d'élèves. Bon. Ça pose donc un certain nombre de questions. Comment voulez-vous avoir un sentiment de bien-être chez un certain nombre de membres du personnel s'ils vivent ce type de pratique? C'est important. Au niveau du premier degré, on retrouve là aussi des choses extrêmement intéressantes. Comme vous le voyez, l'ostracisme, 14,5%. Le sentiment d'être harcelé, 14%. Où là, il y a une différence. Les enseignants, les personnels du premier degré s'estiment surtout harcelés par des parents d'élèves. C'est une des difficultés, bien sûr, de ce qui doit rester, c'est-à-dire l'école élémentaire comme service public de proximité. Je ne suis pas, à partir de ces résultats, pour une coupure avec le quartier. Mais évidemment, ça montre les tensions fortes qui peuvent exister quelquefois. On le voit, en réalité, les victimations des personnels sont très rarement des victimations qui sont des victimations physiques. C'est plus fréquent au premier degré, mais les bousculades sont souvent des bousculades pas forcément intentionnelles de cours de récréation ou de couloir. Au niveau du second degré, les victimations physiques sont extrêmement rares. On le voit par exemple, les blessures avec armes, et il ne s'agit pas de les relativiser sur le plan qualitatif, mais bien sur le plan quantitatif, sont tout de même, et fort heureusement, extrêmement rares. En réalité, dans l'enquête sur les 22 000 personnels qui ont répondu, il y a un membre du personnel qui a dû être hospitalisé pour des raisons d'agression lourde. Mais c'est bien sûr un de trop. Au niveau des élèves, il faut savoir que la victimation est une victimation qui touche un nombre réduit d'élèves. On a longtemps pensé que la violence à l'école était une violence extérieure, je disais en ouverture l'inverse, mais aussi qu'elle pouvait quelque part tomber un peu au hasard sur n'importe quel élève qui passerait comme ça. La recherche est très claire. La violence à l'école, c'est d'abord une violence de bas bruit, si j'ose dire, où ce ne sont pas forcément des violences extrêmement dramatiques si on les prend une par une. C'est beaucoup plus souvent ce que j'appelle moi des micro-violences, mais qui s'associent à d'autres violences et qui s'associent de manière à ce que les élèves qui en pâtissent soient ce qu'on appellera dans notre jargon multivictimés. Bon. Soient victimes d'agressions répétées, et ces élèves, on le sait, sont du coup victimes à répétition de ce qu'on pourrait appeler le harcèlement. Voici les chiffres réels. Je les donne parce qu'en ce moment circule partout dans la presse l'idée que 10% des élèves sont victimes de harcèlement à l'école et que donc c'est 1 200 000 élèves qui est victime de harcèlement à l'école. Bon. En fait, il y a une extrapolation à partir d'une enquête qui concernait l'école élémentaire qui était sortie, que j'avais faite donc pour l'UNICEF il y a quelques années, mais les choses sont en réalité plus nuancées. On sait, et c'est mondial, que le harcèlement est moins présent au lycée, par exemple. Ce qui ne veut pas dire qu'il est moins grave. Parce qu'un élève qui est encore harcelé quand il a 15, 16, 17 ans est un élève qui très clairement ne s'en sortira pas seul, a une structuration psychique telle que sans avoir une véritable aide psychologique, il aura vraiment énormément de difficultés à s'en sortir. Bon. Donc, vous voyez les chiffres, je l'ai dit pour la salle à côté, on peut estimer que 700 000 enfants et jeunes sont concernés dans les écoles par le harcèlement, qui peut être modéré. Et peut-on dire à ce moment-là que c'est un harcèlement? Mon problème, c'est pas ça avec le terme harcèlement, c'est qu'il y a plutôt une quantité de victimations qui se répètent avec une vraie coupure dans le harcèlement sévère à très sévère, donc 5% en primaire, 7% au collège, ce sont aussi les chiffres de la DEB d'ailleurs, et 1,3% au lycée.
Alors bien sûr, ces pourcentages doivent rappeler que, par exemple, 95% des élèves au primaire, 93% en collège et près de 99% au lycée ne sont pas victimes de harcèlement sévère. Mais bien entendu, quoi qu'il en soit, c'est inacceptable. Que 380 000 enfants soient harcelés de manière sévère peut avoir des conséquences importantes. Je reviens là-dessus très vite parce que ça fait partie pour moi des leviers au niveau des changements en termes de climat scolaire. C'est pour ça que j'insiste aussi dans une conférence sur le climat scolaire, sur le harcèlement. Le harcèlement, c'est vrai, dépend de la qualité du climat scolaire. Mais c'est aussi, et je le vois dans beaucoup d'établissements avec lesquels j'ai pu travailler ou avec lesquels je travaille, c'est aussi un très beau levier pédagogique. Parce que tous les membres du personnel, quels qu'ils soient, deviennent très sensibles à ce thème parce qu'ils se rendent compte que ça peut avoir des conséquences très lourdes. Et du coup, une fois cette prise de conscience faite, se rendre compte aussi qu'on doit faire quelque chose. Et c'est l'occasion du coup de rediscuter climat scolaire. Je suis d'accord par exemple avec Nicole Catlin, qui est une des pédopsychiatres qui a le plus travaillé en amont sur les questions de harcèlement. Parler de harcèlement, c'est aussi quelque part encourager les personnels à travailler sur le climat scolaire. Les conséquences du harcèlement sont connues, je vais très vite. Les conséquences du climat scolaire sont d'abord des conséquences scolaires. Du harcèlement à l'école, pardon, sont d'abord des conséquences scolaires. On le sait, décrochage scolaire, absentéisme scolaire, je rappelle toujours ce chiffre, 24%, d'après un certain nombre de recherches françaises et étrangères, des élèves qui sont absents de manière chronique sont absents parce qu'ils ont peur. Et peur du harcèlement, ou de ce que les anglo-saxons appellent le school bullying. En sachant que certains des élèves qui ne vont plus à l'école pouvaient être au départ d'excellents élèves, sans problème d'échec scolaire, mais qui, pour diverses raisons, donc, ont été harcelés. Donc, effectivement, s'attaquer au harcèlement à l'école, c'est aller vers ce qui est notre métier fondamental de co-construction des connaissances, ou de transmission, si vous voulez. Les deuxièmes conséquences qui sont connues en termes de santé mentale, actuellement, on focalise beaucoup sur quelques cas très lourds de suicide d'enfants. Sachez que c'est entre 0 et 4 à 5 suicides par an qui donc sont liés directement à des questions de harcèlement à l'école, en sachant que même sur ces suicides, évidemment, il peut y avoir des multicausalités qui vont au-delà du problème du harcèlement. Et donc, autant, je le dis, il y a eu des erreurs de fait, donc dans l'accompagnement de ces familles en particulier, autant il faut être très mobilisé là-dessus, mais attention de ne pas être uniquement dans harcèlement égale suicide. Je suis très inquiet par la campagne de presse actuelle qui a été menée en particulier par une journaliste de France 2 qui a manipulé, et je n'hésite pas à le dire, un certain nombre de victimes pour avoir une ligne éditoriale qui était l'éducation nationale ne fait rien. Et donc du coup le message qui est envoyé aux victimes et aux parents de victimes, c'est vous êtes harcelé, votre enfant est harcelé, tout le monde s'en fout, donc suicidez-vous. Bon. Les conséquences en termes de santé mentale, c'est des conséquences qui sont d'abord en termes de malaise, maladie psychosomatique, vous savez, les signaux faibles. Il y a peut-être des infirmières scolaires ici qui sont souvent celles qui peuvent repérer aussi ce type de choses. La colite du lundi soir ou du dimanche soir, le mal de tête du lundi matin peuvent être liés au fait, bien sûr, que j'ai pas envie de voir tel prof, que j'ai trop fait la bringue le samedi, que j'ai trop regardé la télévision, que j'ai des changements hormonaux, tout ce que vous voulez. Mais ça peut être aussi un indicateur donc, de harcèlement à l'école. Donc là aussi, ben oui, c'est une affaire de savoir lire ces signaux-là. C'est aussi des questions, bien sûr, de perte d'estime de soi, des questions de dépression à très long terme. La dépression à très long terme, parce qu'on sait, les enquêtes ont montré que les enfants, les adolescents qui ont été harcelés deviennent des adultes qui sont beaucoup plus sujets que d'autres aux dépressions. Bon. Aux assises nationales contre le harcèlement que j'avais organisées après les États généraux, ce qui était un vrai changement de paradigme, on avait fait venir Kevin Jennings,
Kevin Jennings, c'est la personne qui, pour Barack Obama, a designé toutes les campagnes contre le school bullying à l'école. Et Kevin avait réussi à persuader les républicains de voter les crédits pour les campagnes contre le harcèlement à l'école. La seule chose qu'ils ont refusé de voter, c'est les campagnes contre l'homophobie. Allez comprendre pourquoi. Et parce que la recherche montre, et ce chiffre circule partout, mais il est exact, $1 investi dans la prévention, c'est $5 d'économiser dans les soins ultérieurs. Mais on a du mal à persuader les responsables là-dessus. On a du mal parce qu'évidemment, les résultats ne sont pas facilement visibles. Mais aussi parce que peut-être, comme dit mon ami Gilles Royer, donc chercheur connu de l'Université Laval à Québec, en France, vous êtes formidable. Vous dites toujours qu'il faut prévenir un phénomène à partir du moment où il est devenu chronique. Et les conséquences en termes de sécurité publique. J'avais eu un débat avec Brice Hortefeux au moment des assises nationales. Brice Hortefeux qui me disait, vous êtes bien gentil, très bisounours, hein, très babacool de vous attaquer à ces questions de harcèlement. Oh, c'est des petites choses, ça a toujours existé. Attaquez-vous à la réalité, les questions de sécurité à l'école, les questions lourdes, le jour où on aura un tir dans une école, etc., etc. Et il faut toujours rappeler que la recherche nord-américaine, et c'est normal qu'elle soit nord-américaine parce que c'est là où il y a plus de la moitié des school shootings. Bon. Donc sur les school shootings, donc les tirs dans les écoles, a montré que 75% des school shootings s'originent dans des questions de harcèlement à l'école. Que les school shooters, 75% d'entre eux, ont été harcelés dans les établissements scolaires et reviennent pas forcément dans leur établissement scolaire, mais pour se venger sur l'école. J'ai travaillé avec des négociateurs du RAID récemment pour la délégation ministérielle, pour justement travailler sur cette gestion des crises paroxystiques. Et ce qui est très intéressant, c'est que la négociatrice du RAID, qui ne connaissait pas notre approche, a eu une approche très climat scolaire sur ce type de choses. Elle disait, vous savez, il ne faut pas imaginer qu'une prise d'otage va se passer au hasard. Il ne faut pas imaginer que vous avez quelqu'un qui veut prendre un otage. Ah tiens, un établissement scolaire, c'est là que je vais prendre mon otage. Non. La personne a quelque chose à dire à l'école. Elle a une revendication, elle a besoin d'être écoutée. Et elle disait du coup, comment on réagit ? La réaction qu'il va y avoir avant l'arrivée du RAID, c'est souvent le chef d'établissement qui va essayer plus ou moins en se planquant, hein, d'essayer d'adresser la parole au preneur d'otage pour qu'il ne tire pas. Bon. Or, c'est une erreur fondamentale. Comme ils ont quelque chose à dire, il faut qu'ils aient toujours quelque chose à dire. Si vous allez immédiatement par le haut, c'est le chef qui parle, il n'y a plus de négociation possible. Il faut que ce soit quelqu'un que vous avez identifié dans votre établissement, à qui vous pouvez faire confiance, qui est solide et qui n'est pas forcément lié à une fonction. Parce que si on dit, ça sera forcément, je ne sais pas moi, le CPE, l'infirmière scolaire, peu importe, bon, qui va intervenir. Bon, vous ne savez pas si cette personne, elle est suffisamment solide. Vous pouvez avoir dans votre établissement scolaire quelqu'un de plus solide. Donc il vaut mieux avoir un plan où on sait, moi je me sens capable de, bon, alors évidemment pas pour une prise d'otage forcément, mais bon, il peut y avoir des choses importantes. Mais vous savez, il ne faut pas vous faire d'illusions. On va être impacté fortement par un certain nombre de choses et pour des années. Imaginez à un moment un school shooting lié éventuellement à des faits terroristes dans une seule école en France. Dans une seule école en France. Vous aurez tous les parents d'élèves sur le dos. Vous aurez toute la presse sur le dos. Vous aurez des régressions politiques sur le dos à partir de ça. Donc il vaut mieux se dire, nous avons prévu comment nous réagirions en cas de crise, des crises plus mineures. Un enfant qui pète les plombs à un moment, bien sûr. Pas forcément ces crises-là, mais c'est important. Et donc, ce que disait cette négociatrice du RAID, c'est, du coup, bah oui, vous êtes dans une méthode qui est très simple, hein, c'est, oui, je vous ai écouté. Écoutez, je vais en parler à mon chef dès qu'il revient. Bon, mon chef arrive. Et pendant ce temps-là, vous avez gagné 5 minutes et le RAID est arrivé et les négociateurs professionnels sont arrivés. Bon, c'est des choses très bêtes, mais importantes à savoir. Se rappeler aussi d'ailleurs que les agresseurs, les auteurs, sont eux-mêmes en danger. Hein. La recherche montre, enquête qui a été
donc une enquête de 40 ans sur 500 auteurs dans la banlieue sud de Londres, que 40 ans plus tard, les auteurs sont beaucoup plus souvent que l'autre au chômage, beaucoup plus souvent que l'autre avec des jobs mal payés, et que 40% d'entre eux ont fait un séjour par la casse-prison. Bon. Les auteurs sont en danger. Leurs familles peuvent être ensuite en danger parce qu'ils sont beaucoup plus souvent maltraitants. Il faut s'en rappeler.